Voilà, désolé. Bonjour à toutes et à tous, on reprend, désolé pour ce crash internet. Donc on parlait des perspectives pour 2024. Donc j'analyse le point écho Alsace pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Donc nous reprenons calmement, c'est un nouveau format, donc j'espère que ça va vous plaire. Petit crash internet, d'où le fait que ce début un peu de replay aussi est un peu brouillon, mais ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Nous étions au début, nous étions en train de parler des perspectives pour 2024 présentées par Jean-Luc Heimberger. Désolé si Jean-Luc, j'écorche votre nom. Je ne suis encore pas trop familiarisé malgré mes 7 ans en Alsace avec les noms alsaciens, mais j'essaye de faire ça bien tout de même. Donc, les perspectives pour 2024. Donc on parlait de pénurie de main-d'œuvre et de la difficulté à embaucher de nouvelles compétences, donc qui restent les préoccupations majeures dans tous les secteurs d'activité. Donc terme à nuancer, puisque tout secteur d'activité, non. Il y a évidemment des secteurs d'activité qui ne cherchent pas de gens, notamment le marketing. Le marketing, c'est quand même un secteur qui est relativement bouché, là où les gens ne cherchent pas trop. Et d'ailleurs, je pense, pour faire la liaison avec ce qu'il dit par la suite, que c'est notamment par le fait que la plupart des entreprises considèrent qu'un alternant suffit pour faire le travail et qu'on décide d'utiliser les alternants comme étant une main-d'œuvre à part entière, ce qui est un discours que je comprends de la part de ce monsieur, puisque c'est pour promouvoir notamment la CCI, un CCI organisme de formation, donc c'est un avantage indéniable que de dire, et c'est vrai, que c'est une solution pour les entreprises d'aller chercher les alternants pour combler le problème de main-d'œuvre. Et moi-même étant formateur dans des instituts de formation qui mettent en promotion, qui mettent en valeur l'alternance, je comprends ça et je comprends l'intérêt aussi pour les élèves de miser là-dessus, aucun problème. Cependant, à nuancer, puisqu'il ne faut pas considérer qu'un alternant est là pour faire le boulot d'un salarié. C'est deux choses différentes, c'est deux statuts différents. L'alternant est là pour apprendre aussi, est là pour monter en compétences, pour découvrir des métiers, donc doit être encadré. S'il vous plaît, si vous faites partie d'entreprises qui prenaient des alternants, ne prenez pas des alternants pour les mettre sur un poste de responsable. Moi, je vois trop de gens responsables de quelque chose alors qu'ils sont alternants. C'est pas censé être le cas en fait. Ils sont censés apprendre de vous. Bien sûr, vous apprendrez d'eux, ça c'est normal, c'est du donnant-donnant, mais ça doit être réciproque, et ça c'est très important. Et je pense que là-dessus, nous sommes tous et toutes d'accord. Y a-t-il aujourd'hui des sujets particuliers sous la loupe de la CCI? La CCI porte une attention particulière à la crise de la construction neuve, la transition vers de nouvelles formes de mobilité, qui sera accélérée par la mise en place des zones à faible émission mobilité, et l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc là, on a un peu tout mélangé. C'est-à-dire que on parle de mobilité, on parle de crise de la construction neuve, on parle d'intelligence artificielle, soit finalement les thématiques les plus intéressantes et où les gens sont les plus intéressés, on va dire. Donc effectivement, c'est un peu un classique que de dire ça. Néanmoins, l'intelligence artificielle est effectivement un sujet, on ne peut pas dire le contraire. Et j'y reviendrai par la suite notamment sur un projet alsacien qui met en valeur l'intelligence artificielle. Petit point que j'ai envie d'appuyer tout de même, le point 390 entreprises ont été accompagnées en 2023 pour l'optimisation des consommations éco-énergétiques, la gestion raisonnée de l'eau, la prise en compte des risques climatiques ou encore l'éco-conception des produits et services, et ça aussi on en parlera par la suite. Donc c'était les perspectives pour 2024, l'introduction de ce point éco-Alsace de janvier-février 2024. On va parler de l'Interreg, Reims supérieur, objectif développeur de projets transfrontaliers. Donc vous l'avez compris, l'Interreg supérieur 4 tisse des liens entre les entreprises allemandes, suisses et françaises. Il finance via des fonds européens des projets transfrontaliers qui ont notamment pour objectif de développer la compétitivité des entreprises. Donc ça permet de transformer ces idées, donc les idées qu'on pourrait avoir, que les startups pourraient avoir, que les entreprises pourraient avoir, en projets concrets évidemment, menés en commun par des TPE et PME installés en France, en Allemagne et en Suisse. Sachant que le programme Interreg dispose d'une enveloppe de 125 millions d'euros. Comment fait-on pour faire partie de ce projet, toucher à cette enveloppe, finalement une partie de cette enveloppe? Il faut que les projets soient impliquent au moins 2 partenaires de part et d'autre de la frontière et répondre à un cahier des charges bien précis, évidemment.
cahier des charges qui n'est pas détaillé ici, hein, vous pourrez trouver sur interreg-sup.eu. L'URL est juste là, évidemment. Juste en dessous du titre développeur de projets transfrontaliers. De nombreux organismes allemands, français et suisses tels que l'IHK, Schudlika, j'en sais rien, mais oui, non mais l'allemand. L'allemand, oui, je sais, j'habite à Strasbourg, je ne bite mot d'allemand. IHK, Schudlicher, que font-ils? Bah oui, mais ça parle en allemand du coup. Que font-ils? Que font-ils? Création d'entreprise. Point éco, bah oui. Non mais d'accord. Mais que faites-vous? Responsable commerce international. Pascal Mollet. Est-ce que Pascal, vous allez nous expliquer ce que vous faites? Ça, c'est une pub. Et ça dégoûte. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour voir des pubs. Nous ne voulons pas voir des pubs. J'attends que la pub passe. Ok, on est bon. On est bon. Je repartage. Je repartage. Attention à vos esgourdes. Pascal Mollet, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, eh bien écoutez, ce stand il a bien fonctionné. On est entouré de 26 entreprises allemandes. Non mais qu'est-ce que vous faites? Qui nous ont accompagnés ici pour trouver des apprentis et qui ont été contactés par de, par de nombreuses personnes qui recherchaient des emplois. Tout à fait, mais que faites-vous? Quel type d'entreprises vous ont accompagné sur le salon? Alors nous avons des entreprises des assurances. Là, que faites-vous? Une animation tout à fait amusante qui est Daumkino. C'est un genre de kaléidoscope qui a attiré de... On n'aura pas l'information sur cette vidéo. On n'aura pas l'information. On n'aura pas l'information. On n'aura pas l'information. Que faites-vous? Je ne parle pas. Ah, des plateformes de renforcement. On va trouver. Hein. Ça, c'est fou. Hein. On peut pas trouver l'information. Mulhouse. L'association Régio Trirena. Donc, j'imagine que c'est un peu pareil. C'est pour bosser renforcement de la position de l'identité de l'espace géographique. Pas de souci. Y a bien ça, hein, mais ça ne nous aide pas. Nous n'aurons pas l'information. Si dans le chat, quelqu'un a l'information, je suis preneur de ce qu'est l'IHK, Schudlicher, comment ça se prononce, je suis désolé. Je n'en sais rien. Donc, et la CCI Grand Est sont impliqués, évidemment, et participent à la section des projets. Donc voilà, l'Interreg, moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas nécessairement. Donc c'est toujours bon à savoir et à connaître. Ça, on n'en parle pas. Je passe un peu. Jumbo Mana, le Gepetto, pardon pour le micro, le Gepetto de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça très intéressant et je voulais en parler un peu plus avec vous. Donc, ça vient de Schiltigheim. Hein. Schiltigheim, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville juste au-dessus de Strasbourg, hein, qui fait partie de la CUS, la communauté urbaine de Strasbourg. Tout comme Gepetto, la startup Jumbo Mana peut se targuer de donner vie à Pinocchio grâce à l'intelligence artificielle générative. Des personnages historiques ou fictifs s'animent et interagissent sur l'écran. Donc là, on parle de notamment l'avatar de Vincent Van Gogh, créé avec la technologie unique en Europe d'intelligence artificielle générative, reproduit à la perfection ses caractéristiques physiques et mentales. Alors, technologique unique en Europe, oui, peut-être, possiblement. Moi, personnellement, ça me fait penser au filtre sur... comment ça s'appelle? Sur TikTok. Au filtre TikTok, où on fait bouger des peintures. Mais il faut voir, on va essayer de voir après, hein, Jumbo Mana, si on peut voir des exemples, des vidéos, quelque chose. Je vais essayer de trouver, oui, je pense avoir trouvé quelque chose. C'est assez intéressant. Donc sur l'écran tactile de la borne, bonjour Vincent, il ne se contente pas de réciter un monologue, mais interagit avec les visiteurs du musée d'Orsay et du château d'Auvers-sur-Oise. Christophe Renaudino et son équipe de 9 spécialistes de l'IA travaillent à rendre les personnages virtuels les plus vivants possibles, qui se rapprochent du comportement humain en termes d'intelligence et d'autonomie. Moi je trouve ça très intéressant d'un point de vue purement éducatif. Je trouverais ça ultra cool que dans les écoles on mette ça en avant et tout. D'ailleurs on en parle par la suite. À différence d'un bête chatbot ou de ChatGPT, alors le bête chatbot, toutes les entreprises ayant investi dans les bêtes chatbots il y a 5 ans, en PLS par cette remarque, ou de ChatGPT, leur solution technique se veut à la fois éthique, explicable et éco-responsable. Et ce qui me plaît à la limite, parce que dès que j'ai lu ça,
j'ai tiqué un peu. Je me suis dit, ouais, alors ça fait un peu keywords, bullshit, etc. Il y a justification tout de même. Donc, éthique et explicable, elle garantit la véracité des propos. J'aurais aimé savoir comment, mais bon, il faut se renseigner un peu plus sur le sujet. Le respect des droits d'auteur et la confidentialité des données des clients grâce à une vérification scrupuleuse des sources d'information, c'est bien. Elle est hébergée en France chez OVH dans le respect de la loi européenne sur l'IA du règlement général de protection des données, c'est très bien. Donc il y a quand même un vrai engagement de la part de Jumbo Mana pour faire ça bien. Et ça fait plaisir. Donc maintenant, allons voir un peu le site web de Jumbo Mana, allons un peu plus loin, hein, parce qu'on est là pour ça finalement, pour aller plus loin. Donc, Jumbo Mana, we bring characters to life. J'y arrive. Je vous assure que je parle bien anglais normalement. Donc, le site n'est pas en flat, pas de souci. Jumbo Mana is a startup specializing in generative artificial intelligence, bringing characters back to life through interactive behavior and conversational AI. It makes the possibility to interact with famous artists in a way that feels truly authentic and educative. Our advanced cognitive processing and emphasis on autonomy allow virtual characters to behave just like humans. Ouais, donc ça c'est globalement ce qu'on avait lu hein, sur le comportement. Ça parle de plusieurs personnages, de plusieurs personnes, personnalités, que Van Gogh pour le moment en tout cas là-dessus, mais ils en sont encore à leur phase de développement, j'imagine. Est-ce que dans le média on peut voir quelque chose? Aïe aïe aïe, Jumbo Mana, l'article ne marche pas, là non plus, et là non plus. Donc n'hésitez pas, Jumbo Mana, à mettre vos liens à jour pour que nous puissions les lire avec attention. Est-ce qu'on peut voir, parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est un peu dommage, est-ce qu'on peut voir des exemples de vidéos ici? Non. Très bien, c'est parfait. Jumbo Mana, la startup qui permet d'échanger avec Alexa. Oui, effectivement, il y a eu un truc avec Alexa. Ah voilà, on va avoir un exemple. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Avoir un exemple. Alexa, ouvre Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Oula. Il est remarquable de voir combien vous êtes nombreux ici. À l'époque de ma précédente existence, seulement quelques amis appréciaient mon art. Regardez-vous tous maintenant, rassemblés pour me voir après ma renaissance. Est-ce que vous connaissez Alexa? Je n'ai jamais croisé quelqu'un du nom d'Alexa à l'époque où je vivais. Mes amis étaient Paul Gauguin et Émile Bernard. Mais non, je parle d'Amazon Alexa. Je m'excuse de ne pas avoir mentionné cette technologie car elle n'existait pas à l'époque de ma précédente existence. Vous avez maintenant la possibilité de me poser n'importe quelle question, comme si j'étais bel et bien vivant. Ah bah oui, mais... Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je me présente. Je suis Vincent Van Gogh. C'est encore très... néerlandais du 19e très siècle. ChatGPT quand même. Ma vie a été tourmentée et passionnée, entièrement dédiée à mon art. Mes toiles se caractérisent souvent par des coups de pinceau expressés et des couleurs vibrantes. J'ai créé de nombreuses œuvres célèbres, parmi lesquelles figurent La Nuit étoilée et les tournesols. Mon style artistique a été influencé par l'impressionnisme et le post-impressionnisme. Mon art a été reconnu bien après ma mort, et je suis honoré d'être considéré comme l'un des plus grands peintres de tous les temps. Ok, bon. On a eu un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Je suis un peu déçu, je m'attendais un peu plus poussé comme chose. Bonjour Sofiane, merci de parler dans le chat, merci d'être là. Je suis un peu déçu, dans le sens où ça met pas trop en valeur le produit, à mon sens. Ça reste encore très voix artificielle, très procédurale dans sa façon de répondre, mais c'est que le début, c'est le concept. J'espère avoir quelque chose qui se rapproche au plus de la personnalité, de ce qu'on savait de la personnalité des artistes aussi, hein, plutôt que de parler de lui d'un point de vue très scolaire, hein, de dire voilà,
je suis très connu, etc. Bah, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas effectivement à l'époque. Donc d'avoir ce côté un peu ancré dans la période, ça aurait été intéressant. Moi j'aime bien le côté, bon bah je suis manga, je connais pas Alexa, c'était pas une technologie qui existait à mon époque, etc. Ça c'est pas trop mal. Mais d'avoir quelque chose qui se rapproche plus de la personnalité de l'artiste est peut-être plus intéressant que juste le côté scolaire. Parce que là finalement c'est juste un avatar. Donc voilà, à voir comment ça va rendre, mais ça peut être intéressant de voir la suite en tout cas. Donc je vous invite à aller vous renseigner un peu plus sur ce que fait Jumbo Mana, et en espérant qu'ils mettent à jour leur site pour derrière avoir accès à leurs articles et en savoir un peu plus, hein, ce qui les différencie vraiment d'un chat GPT, parce que là ça se voit pas nécessairement malheureusement. Sujet suivant, NextMed, le sujet principal de ce point écho. On rappelle la couverture avec du coup Nicolas Pellerin. NextMed, là où s'invente la santé de demain. Au cœur des hospices civils de Strasbourg, fondés au XIIe siècle, s'écrit la santé du futur. Ce campus des technologies médicales réunit sur plus de 30 hectares des médecins, chercheurs, entrepreneurs et patients qui partagent une ambition commune, innover. Très bien. Moi je savais pas, je trouve ça déjà ultra cool. Donc nous avons Nicolas Pellerin du coup en photo et en couverture, un directeur du projet NextMed au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. En juillet dernier a été inauguré Explora, une ancienne clinique ORL réhabilitée par la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, pour héberger des startups, des entreprises de la medtech et une crèche. Toujours bien d'y mettre une crèche, évidemment. C'est du bon sens et ça devrait être de plus en plus répandu. S'il vous plaît, faites ça dans vos grosses sociétés et vos grosses associations de sociétés. Un site idéal pour attirer des talents de tous les horizons. Donc Explora, c'est la porte d'entrée de l'innovation médicale. Les startups y bénéficient d'un écosystème idéal pour grandir, des loyers modérés, l'appui des hôpitaux universitaires de Strasbourg et des instituts de recherche présents sur le campus, mais aussi un accompagnement de l'idée jusqu'à la mise sur le marché, en passant par la recherche d'investisseurs et la levée de fonds. Il pourrait être intéressant que je me tourne vers ces personnes-là, justement, éventuellement, pour voir comment ils travaillent et, ni plus ni moins, de voir comment je pourrais les aider. Mais ça, c'est un petit point autopromotion. Mais je trouve ça très intéressant. Ça change un peu de ce qu'on voit des incubateurs de start-up un peu traditionnels. Ces choses-là, non pas que j'en sois lassé, mais c'est un peu tout le temps la même chose. Voilà, là, on est sur quelque chose de médical, de spécialisé. Ça change. Il y a une association entre des gens vraiment du métier, de la médecine, mais aussi des chercheurs qui se spécialisent aussi là-dedans, et des profils du coup que j'imagine tech, parce qu'évidemment il doit y avoir de la tech là-dedans. Donc c'est plutôt cool, c'est en plein centre de Strasbourg, donc ça fait plaisir. Travaille sur 5 autres bâtiments qui seront édifiés ou rénovés d'ici 2027 sur le site. En 2025, une extension du bâtiment Explora de 3500 m² sera dédiée à des plateformes de prototypage et de développement de nouveaux dispositifs médicaux. Ça fait ultra plaisir. Il y a des collaborations avec avec au sein de programmes transfrontaliers. Donc on parlait d'Interreg tout à l'heure, ça rentre là-dedans. On a aussi des liaisons avec Boston, Montréal et le Japon, ce qui est plutôt stylé, on va pas se mentir. À voir comment se font dans les faits cette association, si c'est pas juste du name dropping, mais je pense pas. Mais en tout cas, Explora Strasbourg, moi j'ai envie de voir un peu plus ce qu'il en est. Explora Strasbourg, un nouveau lieu pour l'innovation. Donc on va regarder les premiers liens. Campus NextMed, donc évidemment, l'établissement de NextMed se développe. C'est dur à dire, NextMed. Le T et le M est un peu difficile à prononcer. NextMed, bâtiment qui accueille 15 sociétés, soit 350 personnes. C'est plutôt stylé, et c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, alors que je suis sur Strasbourg depuis 7 ans et que je m'intéresse quand même vachement à l'écosystème. Je suis passé totalement à côté. Et après, quand j'ai lu, je me suis dit, c'est là où ils sont. Donc il y a GE Healthcare, donc General Electric Healthcare, BioValley France, HypnoVR, G-Promed, il y a l'INRIA. Donc voilà, il y en a plein d'autres, Pixacare, Quest for Health. Donc on est là. Toc Toc Doc, ça me dit quelque chose en plus. Voilà, pas moins de 350 personnes présentes au quotidien. Ce serait vachement cool, j'aimerais bien les visiter, un peu les locaux, voir ce qu'il en est. Donc je vais contacter, je sais pas si j'ai vu que Nicolas Pellerin
justement avait liké ce live. Donc si jamais il est dans le coin et qu'il veut m'inviter à boire un café, c'est avec plaisir. Donc qu'il n'hésite pas. Moi je serais ravi de venir boire un café là-bas. Même si je bois pas de café, mais vous avez compris. Donc des entreprises, des chercheurs, numéro 1 mondial de la chirurgie guidée par image, ce qui est plutôt stylé. Plus de 420 sociétés, 5 prix Nobel. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire exactement, parce que bah, du coup, il n'y a pas que 420 sociétés. Il y en a 30, mais on va regarder là. Les structures qui souhaitent renouer talent obtiennent un financement encore développé, sont 5 à 1, chaque année 208 000 habitants. Ah, ça parle de Strasbourg, étudiants. Accueillis au sein de la 7e meilleure université du monde. L'établissement a également permis la création de 1000 emplois. Campus NextMed bénéficie d'une reconnaissance internationale. La French Tech Est définit NextMed comme le premier hub européen de l'innovation en santé. Valoriser les compétences françaises, mais aussi attirer les entreprises internationales, évidemment. Bon, bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça va donner sur la suite, hein, évidemment. Donc on verra ça plus tard. Je vous en redirai. Si j'ai des nouvelles, je reparlerai de ça par la suite. Passons ça. Nous avons de la pub, évidemment. Nous avons de la pub. D'autres trucs, je n'ai pas grand-chose à dire. Les jeux Ravensburger. J'ai envie de faire un petit aparté sur les jeux, puisque, comme vous pouvez le constater, juste là, moult jeux. Moult jeux, évidemment. Pas Ravensburger. Voilà. Puisque ce n'est pas nécessairement le créneau. Je ne suis pas nécessairement la cible, en tout cas pas pour le moment, de Ravensburger, puisqu'ils changent un peu de cible, ils adaptent un peu leur cible et leur discours, on va en parler. Pour la culture fondée en 1883 à Ravensburg, dans le... Purée, je déteste l'Allemagne et je déteste l'allemand, je n'y arrive pas. C'est faux, je ne déteste pas l'Allemagne. Hein. L'allemand, si, un petit peu. J'avoue que la langue allemande, j'ai du mal. Mais l'Allemagne est un pays incroyable. Donc dans le Bad Württemberg, désolé, les jeux Ravensburger divertissent autant les enfants que les adultes. Depuis 140 ans, la société est leader sur le marché du jeu éducatif et du puzzle. Donc effectivement, moi je connais plus Ravensburger pour ses puzzles que pour des jeux de société en tant que tel. Le groupe possède pratiquement une filiale dans chaque pays européen, ce qui est plutôt stylé, dont une française créée à Attenschwiller en 64 et qui a déménagé à Faststadt, j'imagine, en 2005. D'autres existent dans le reste du monde, les États-Unis, Canada, Japon, Mexique, etc. La filiale française, toutefois, ne fabrique pas et ne stocke pas. Tout est réalisé à Ravensburg, où les produits sont inventés avant d'être adaptés à Pfastatt au marché français. Et je m'en sors quand même plutôt pas mal sur l'allemand. Voilà, ça fait plaisir. Toutefois, Ravensburger fait évoluer son image en ciblant les jeunes adultes sans enfants. Elle a développé des jeux de société uniquement commercialisés dans des boutiques indépendantes spécialisées. Donc là, on est plus sur des boutiques de jeux de plateau, de jeux de société orientés adultes, orientés jeux de plateau, hein, comme la plupart des trucs que vous pouvez voir derrière moi. Hein. Donc là, ce sont mes livres pas du tout rangés. Mais là, ici, plutôt le créneau. Ça pourrait être intéressant que je me renseigne sur le sujet. Nous avons pris ce virage pour répondre à cette demande et rajeunir notre image. Oui, j'imagine qu'un petit coup de plumeau, hein, sur Ravensburger ne ferait pas de mal, effectivement. Pour moi, c'est quand même une marque qui est assez ancienne, hein, qui est assez vieille dans sa façon de packager ses produits. Dans les jeux qu'ils proposent, j'ai Croque-Carotte, moi je voyais ça à l'ancienne, Labyrinthe, etc. La photo ne sert pas vraiment le propos, c'est un peu dommage. Vous voyez, la boîte That's Not a Hat fait plus jeu actuel. Là où Croque-Carotte et Labyrinthe, c'est quand même à l'ancienne. Donc ça aurait été bien d'avoir une photo qui mette plus en valeur la nouvelle gamme de produits Ravensburger. C'est un peu dommage. Surtout qu'ensuite, on a les jeunes adultes représentent un vivier important pour notre développement. En dessous, on a Colorino et Croque-Carotte. Il y a un peu de dissonance, c'est un peu dommage. Hein, c'est un peu dommage, on va pas se mentir. Plus de 1500 nouveaux jeux sortent chaque année, tout créateur confondu. Effectivement, moi je voulais appuyer un peu là-dessus, sur le marché du jeu de société en France. Parce qu'on a un gros consommateur. Hein. Le marché du jeu de société en France est de 568 millions d'euros en 2022.
soit plus 7,4% par rapport à 2019, ce qui s'explique notamment par la crise du Covid, on va pas se mentir. Mais c'est un marché qui pèse, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que le jeu de société n'est plus has-been, n'est plus ringard, et surtout, excusez-moi pour le son, n'est plus seulement réservé au Monopoly, la bonne paye et autres joyeusetés ludopédagogiques, puisque bien que ça soit encore partie prenante du top 3 des jeux les plus vendus, hein, le Monopoly est encore dedans. D'ailleurs, je peux vous dire, hein, top 3 jeux de société vendus dans le monde, nous sommes sur le Monopoly. Monopoly Cluedo Scrabble est aussi l'un des jeux de société les mieux vendus dans le monde. Donc, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est assez logique, c'est intemporel. Et c'est surtout énormément de déclinaisons hein, qui s'adaptent aux besoins et aux envies du marché. Donc ça, c'est assez intéressant là-dessus. Donc, on passe par la suite. Dossier donc sur l'éco-conception pour produire propre et plus durable. Ça, c'est assez intéressant. J'ai appris pas mal de choses et j'avais envie de les partager avec vous. Donc, si elle vise avant tout à réduire l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, l'éco-conception peut aussi être un levier d'attractivité et de compétitivité pour les entreprises. Performance, innovation, notoriété, les PME ont tout à gagner à être éco-engagées. Effectivement, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le cap, passer d'un mode de production résolument plus respectueux de l'environnement, en choisissant par exemple de diminuer le poids des emballages, économiser de la matière dans le processus de production, privilégier les circuits courts, relocaliser la production ou encore limiter l'usage du plastique pour réduire l'empreinte carbone. Donc on va parler d'éco-conception et notamment par l'avis de l'expert, en tout cas labellisé par le point Éco-Alsace qui est Philippe. J'ai pas du tout envie d'écorcher son nom. Donc on va juste dire Philippe. Voilà. Philippe, ingénieur et consultant. Sortir de l'impasse du tout high-tech. Comment éviter les chocs des pénuries et venir à sortir de l'impasse du tout high-tech. La low-tech part du constat que nous ne pourrons pas résoudre les multiples crises, climat, ressources, biodiversité, en nous appuyant principalement sur l'innovation technologique. C'est quand même assez vrai, on va pas se mentir. Celle-ci entraîne souvent des besoins accrus en ressources rares, ce qui est vrai tout à fait, et nous détourne de l'économie circulaire avec des produits souvent plus complexes à recycler. Alors c'est vrai, d'ailleurs c'est un marché, hein, le recyclage des produits électroniques, le recyclage de composants, le recyclage tout court déjà, et la seconde main, back market, hein, quand même, hein, back market, je ne sais pas à combien est valorisée l'entreprise back market, valorisation back market, prenons l'information, franchissant les 5 milliards de valorisation en 2022, oui d'accord, tout de même, valorisation qui était estimée à 5,1 milliards d'euros au moment de sa dernière levée de fonds en janvier 2022, levée de fonds de 450 millions d'euros, voilà, quand même sur une entreprise qui pèse quand même plutôt lourd sur le marché. Travaillons d'abord sur la sobriété, le juste besoin en prenant en compte les enjeux de durée de vie, de réparabilité, de démantèlement et de recyclage. Donc c'est un enjeu pour les entreprises, déjà pour la planète, mais aussi financier. C'est ça qu'il faut rappeler. J'ai un peu du mal lorsqu'on parle d'écologie, lorsqu'on parle d'investissement sur ces thématiques-là, de voir que le côté arc-en-ciel de la chose. C'est pour la planète, etc. Machin. Nous sommes tout de même dans un système capitaliste qui veut du coup la croissance absolue un peu tout le temps. Aujourd'hui, on ne veut plus la croissance à n'importe quel prix et c'est une très bonne chose. C'est clairement pas moi qui ai craché dessus. Mais on a quand même des objectifs de croissance, des objectifs financiers. Donc c'est toujours bien de ramener ça aussi à l'intérêt monétaire qu'on peut avoir à miser sur des systèmes de production, des offres qui soient plus respectueuses de l'environnement, car il y a un intérêt monétaire ici. Pilier de l'économie circulaire, l'éco-conception est synonyme de gain écologique et économique, du coup il le rappelle bien et c'est une bonne chose, pour l'entreprise. Si elle est généralement appliquée à l'industrie et aux produits matériels, elle porte également sur les services, et notamment le secteur numérique. C'est assez intéressant. Une nécessité quand on observe l'impact des équipements, des réseaux et des data centers, qui représentent plus de 10% de la consommation d'électricité en France. Tout à fait. Et là, on parle d'éco-conception graphique, des contenus moins denses, moins lourds,
plus rapide à charger, donc un intérêt pour vous, pour votre site. Optimiser une façon de programmer le site sobre, moins lourde, minimum de requêtes extérieures, un hébergement vert, donc à comprendre, soit réutilisation de l'électricité verte, hein, comme peut le proposer aujourd'hui des EDF ou des Électricité Strasbourg en particulier, ou toute autre entreprise, hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire la promotion de quelque entreprise qui soit. Mais aussi aujourd'hui les data centers, certains data centers proposent ça. Certains hébergeurs proposent ça, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc on parle d'énergie renouvelable, une durée de conservation des contenus et des données. Si les contenus... il est inutile déjà pour le RGPD, il y a du contenu qui ne doit pas rester plus de 3 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, la conservation des données pour la RGPD, je vais juste vérifier. Délai conservation données personnelles. 5 ans. Que du travail fixe un délai de conservation de 5 ans pour le registre du personnel. Des salariés de l'entreprise, 5 ans après la fin de la relation contractuelle. Donc tout ce qui est bulletin de paie, etc. D'accord, donc ça déjà il y a ça. Mais... ouais, bon, c'est ça en fait. La durée maximale de 5 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect. Ouais, c'est 5 ans, voilà en général. Donc, maintenant vous saurez. Un enjeu de réputation. Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on a tendance à voir souvent comme argument mis en avant sur les thématiques liées à l'écologie, ou liées à l'inclusivité, ou liées à... je sais pas trop, enfin tout ce qui est en fait finalement d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer l'accueil des gens au sein des entreprises, améliorer l'impact de l'entreprise par rapport à la planète. Il y a un enjeu de réputation qui est là et qui est certain. La stratégie d'éco-conception se réveille payante pour les entreprises qui voient leur volume de vente augmenter. Cependant, je n'aime pas ce terme. Je n'aime pas cette phrase, parce que ça fait corrélation directe entre on a une stratégie d'éco-conception, donc nos ventes augmentent. J'aurais aimé un discours soit plus prouvé, soit plus nuancé là-dessus. Parce que par la suite, il y a un pourcentage qui est tout en bas. Près de 34% des entreprises engagées dans une démarche d'éco-conception voient leur volume de vente augmenter, mais est-ce vraiment grâce à ça? C'est ça le truc en fait. Est-ce qu'il y a un rapport vraiment direct et prouvé et prouvable? Et dans ce cas-là, c'est clair que c'est un argument de vente choc et un argument fondamental pour les entreprises pour s'y mettre. Donc clairement, il n'y a pas trop de débat, mais j'aurais aimé un peu plus, en tout cas là-dessus, sur cet article. Donc les entreprises gagnent en notoriété, évitent le greenwashing, attirent davantage les talents et fédèrent leurs équipes autour d'un projet qui a du sens. Pour moi, voilà, je trouve que c'est très galvaudé comme façon de parler, hein. J'ai un peu du mal avec ce type de discours. Elles ont également l'oreille des banques qui adaptent leurs offres pour soutenir les démarches vertueuses. L'éco-conception demande du temps et des moyens, souligne Jean-Philippe Wiedenhoff, j'imagine, encore une fois, désolé Jean-Philippe si j'écorche votre nom, référent France Durable BNP Paribas, région Grand Est. Donc oui, effectivement, les banques et même les organismes finalement qui financent, hein, qui proposent des financements, ont l'oreille plus attentive sur les thématiques écologiques car c'est dans l'air du temps. Donc clairement, il y a un intérêt, encore une fois, économique à s'intéresser là-dessus, donc c'est bien de le mettre en avant. Donc des prêts bonifiés dont certains comportent des objectifs sur des critères RSE, donc responsabilité sociale et économique. J'ai un doute, c'est entreprise ou économique? C'est responsabilité sociétale des entreprises, voilà. Je me disais, ça sonnait bizarre sinon. Donc la RSE avec réévaluation du taux si ces objectifs sont atteints annuellement. C'est aussi une réponse aux futures réglementations européennes qui vont pousser les entreprises à se lancer. Évidemment, il y a carotte, mais il y a aussi bâton. Faut faire attention. Oh, elle est belle cette phrase. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, l'AGEC de février 2020, renforce notamment le principe de responsabilité élargie des producteurs en exigeant l'adoption de démarches d'éco-conception. La loi climat et résilience prévoit de rendre obligatoire l'affichage environnemental pour certains produits comme le textile en tenant compte de l'ensemble de leur cycle de vie. La loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique demande la création d'un référentiel d'éco-conception pour les services numériques. Aucun problème là-dessus. Donc tout ça est soutenu aussi par l'agence de la transition écologique, l'ADEME, ou l'ADEME, j'imagine que c'est l'ADEME, qui a fait de l'éco-conception une priorité. Pour aider les entreprises à éco-concevoir, nous mettons à leur disposition une offre complète avec accompagnement technique et soutien financier. Et évidemment, on promeut des solutions
C'est une bonne création de contenu d'ailleurs, hein, d'un point de vue purement marketing et cas scolaire. Ce genre de média est assez intéressant puisque ça apporte du concret et c'est exactement ce qu'on veut et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour analyser du concret et prendre de l'information, mais ça met aussi en valeur des offres, hein, de différentes entreprises, dont la CCI que vous voyez un peu partout là-dessus, et c'est bien normal, hein, puisque c'est eux qui le produisent, ils mettent de l'argent dedans, c'est normal qu'ils s'en servent de support commercial. Je passe quelques articles. Actualité juridique. Moi, j'ai appris des choses intéressantes. J'ai envie de faire un petit point juridique, hein, parce que c'est toujours le point un peu relou, hein, les choses un peu chiantes à savoir. Donc, on va en parler en détail. Actualité juridique, loi de finances 2024 et de financement de la sécurité sociale. On va parler crédit impôt en faveur des investissements dans l'industrie verte. Donc, ça reprend un peu le point précédent. Donc, un nouveau crédit d'impôt pour investissement en faveur de l'industrie verte est instauré par la loi de finances 2024. Sont concernées par ce dispositif les entreprises commerciales et industrielles soumises au régime fiscal du réel, ainsi que les jeunes entreprises innovantes et celles implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser. Bon, les jeunes entreprises innovantes, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose malheureusement. Qu'est-ce qu'une jeune entreprise innovante? Qu'est-ce que l'innovation? La définition est propre à chacun et chacune. Il y a plusieurs types d'innovation, incrémentale, enfin verticale, horizontale. Hein, donc l'incrémental est vraiment l'innovation de procédés ou de produits qui va créer une réelle disruption. Et là, on peut utiliser ce terme de façon exacte sur le marché. Le bénéfice de cette mesure fiscale dépendra de l'obtention par l'entreprise d'un agrément préalable délivré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc on revient sur l'ADEME, qui a un rôle central, hein, dans l'obtention d'un crédit d'impôt par rapport à l'industrie verte. Le montant total du crédit d'impôt sera plafonné à 150 millions d'euros par entreprise. Ça va, on est sur quelque chose d'assez intéressant en termes de crédit d'impôt. TVA, et là on va parler un peu plus... notamment freelance, assez intéressant. La transposition de la directive européenne concernant l'harmonisation des règles applicables aux petites entreprises à partir de 2025 entraînera, entre autres, des conséquences sur le montant des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour l'application de la franchise de base de la TVA. Donc les seuils changent. Les seuils où on doit payer la TVA changent légèrement. Hein, c'est pas non plus révolutionnaire. Ces seuils étaient déjà actualisés tous les 3 ans, donc c'était un peu comme ça que ça se passait. Genre moi je l'apprends. Et deviendront fixes par contre et seront portés à 85 000 euros pour les activités d'achat-revente au lieu de 91 900 actuellement et à 37 500 pour les activités de service au lieu de 36 800. Donc ça par exemple c'est là où je me positionne. Moi je suis dans les entreprises qui proposent des services, hein, des services de consulting aux entreprises. Donc avant j'étais soumis à la TVA au-dessus de 36 800, maintenant je suis soumis à la TVA au-dessus de 37 500, un peu plus d'argent, voilà, c'est pas non plus révolutionnaire. L'année du dépassement de ces seuils, la franchise continuera à s'appliquer aux assujettis réalisant un chiffre d'affaires inférieur rétrospectivement à 93 500 euros, donc pour les activités d'achat-revente, et 41 250 euros pour les entreprises de services. Donc c'est-à-dire que si je fais au-dessus de 37 500 euros la première année, enfin une année, et que l'année qui suit, je fais moins de 41 250 euros, c'est là où la franchise, je suis toujours assujetti de cette franchise-là. Donc voilà, c'était bon à savoir. Les seuils changent. Merci qui? Est-ce qu'on a le nom? Merci à la CCI, voilà, parce qu'il n'y a pas de nom. Service juridique de la CCI en tout cas. Merci au service juridique de la CCI pour cette information intéressante. Non, pas avec la souris. Voilà, de la pub. Hop, on passe. Je vous invite à aller lire, hein, c'est gratuit, hein, le point Éco Alsace est gratuit. N'hésitez pas à aller le lire. On arrive sur la fin de cette petite émission. Hein, le but, c'était pas d'y passer... pas d'y passer 4 heures, hein, c'est de vous donner... En plus, il y a eu ce petit bug qui nous a fait perdre 20 minutes, malheureusement, hein, en espérant que les gens ont pu revenir, hein, en espérant que ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour me le dire. J'en referai d'autres si cela vous intéresse. Carlos Munoz, j'imagine que ça se dit comme ça. Encore une fois, désolé si j'écorche votre nom de famille. Carlos, fondateur et PDG de Volotea, donc l'invité du Point Éco Alsace. Comment se positionne Volotea dans le monde du transport aérien? Moi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est toujours bien de s'intéresser à
d'autres segments de marché, hein, à d'autres business models. Et Volotea, on est quand même dans la continuité, hein, puisqu'on parle d'écologie, et là on invite le PDG de Volotea, on se dit, tout de même, une entreprise qui fait de l'avion, de l'aviation sa priorité, de l'aviation touristique sa priorité, est-elle légitime à parler d'écologie? Nous allons voir ça ensemble. Nous desservons plus de 100 aéroports et disposons de bases dans 21 villes européennes, dont Strasbourg. 12 ans après sa création, notre compagnie est devenue leader sur les vols intérieurs en France. Très bien. GJE, effectivement, Volotea est un peu arrivé de nulle part, entre guillemets, en France. Moi, je l'ai vu arriver à Strasbourg, un peu comme ça, en un claquement de doigts, et est devenue assez référente dans le domaine, concurrençant les EasyJet ou les Ryanair. Hein. Mais sur les vols intérieurs, ils sont sur des vols intérieurs, ce qui est assez surprenant et discutable. On va revenir là-dessus. Que représente l'aéroport de Strasbourg dans vos opérations? Donc évidemment, alors valorisation de l'aéroport de Strasbourg. Strasbourg est devenu une base stratégique pour Volotea, c'est évident qu'ils disent ça, ils diraient ça pour n'importe quelle ville, j'imagine. Avec 29 destinations en 2024, elle est la première compagnie de la plateforme en termes de réseau. Ça, c'est intéressant par contre. Et j'aurais pas dit, parce que je trouve que pour se déplacer, je sais pas vous, mais de Strasbourg, c'est un enfer. Je trouve que c'est une des villes les moins pratiques pour se déplacer, pour sortir de la ville. Alors oui, on est au carrefour de l'Europe, machin, etc. On est au milieu de l'Europe, enfin, du point de vue français. Ok. Donc pour aller en Allemagne, c'est cool. Mais pour aller en France, je parle pas de Paris. Hein. Je parle pas du TGV d'une heure 40 pour aller à Paris. TGV, la ligne Inouï, ça c'est ok. Mais vous voulez, admettons, faire, je sais pas, vous voulez aller à Annecy. Annecy, c'est un bordel depuis Strasbourg. Le Grand Est, je trouve que c'est trop le bordel de se déplacer à l'intérieur de la France. J'ai déjà fait j'en avais parlé il y a 1 an et demi, un peu plus que ça, c'était il y a 2 ans je crois, un tour de France, je dis bien avec des guillemets parce que j'ai fait le sud de la France uniquement, pour découvrir un peu mon pays, etc. Ça m'a coûté bonbon, ça a coûté ultra cher à faire que en train. Déjà le premier j'ai été obligé de faire un vol, parce que sinon je prenais 8 heures pour faire Strasbourg-Bordeaux, et ça coûtait ultra cher, donc c'est là où j'ai pris un Volotea justement, à 19 euros. Donc bam, je suis descendu. Et après j'ai dû prendre que des trains, mais ça coûtait ultra cher et c'est pas pratique quoi. Donc c'est un peu... je trouve qu'en tout cas, en France déjà c'est compliqué de se trimballer en train, mais en plus du Grand Est c'est encore plus complexe. Voilà. Cette année nous proposons au départ de la capitale européenne 1 million de sièges contre 745 000 l'an dernier, soit un quart de plus. Ce qui est assez surprenant encore une fois lorsqu'on sait les considérations des gens aujourd'hui concernant l'écologie. Mais est-ce finalement pas une seule voix, enfin, n'est-ce pas finalement une majorité silencieuse qui s'exprime et qui essaie d'être moralisatrice? Tous ces digital nomades, hein, dont on pourrait critiquer l'existence et en tout cas la façon de communiquer, qui disent oui, moi je préfère faire 14 heures de train plutôt que 2 heures d'avion, voilà, qui ont des discours parfois un peu incohérents, je trouve. Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment, hein, ce sont juste des exemples les plus connus qui me viennent à l'esprit et qui effectivement m'ont marqué car un peu hérissé les poils. Avec un taux de remplissage moyen de 94% ces dernières années, nous répondons à la demande croissante des touristes, mais aussi des femmes et hommes d'affaires. Effectivement, c'est un intérêt certain si vous êtes dans le business. Moi, demain, j'ai besoin d'aller à Toulouse pour aller voir un client, pour aller bosser ou prospecter. Si je peux prendre l'avion, je prends l'avion. Il n'y a pas de débat. Hein. Je suis désolé si j'en blesse certains et certaines. Enfin, certaines et certains. Mais si je peux prendre 2 heures pour aller à un endroit, plutôt que 8 ou 12, il n'y a pas de discussion. Hein. Surtout si c'est moins cher. En tout cas, c'est ma façon d'être. De toute façon, je dois prendre l'avion une fois tous les 3 ans. Donc c'est OK selon mes standards. Quelles sont les nouvelles destinations prévues cette année? Donc Londres et Berlin, etc. En novembre dernier. Nous allons ouvrir 7 nouvelles destinations l'été prochain, dont Malaga, Calvi et Split. OK. Comment choisissez-vous une nouvelle destination? Donc là, c'est intéressant, j'aime bien ce point-là. Nous travaillons étroitement avec les services commerciaux, les aéroports et les agences de voyage locales qui sont les mieux placés pour connaître les besoins de leur clientèle. Ça, c'est évident. Par ailleurs, notre service marketing exploite les données de trafic. Lorsqu'il détecte que de nombreux voyageurs sont obligés de faire escale pour atteindre une destination, cela révèle qu'il existe un potentiel pour une liaison directe. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Hein, l'exploitation des données, fondamentale en marketing. Si des élèves passent par là, gardez ça en tête, c'est fondamental. D'ailleurs, c'est l'essentiel du marketing, l'étude de données.
Transport aérien est critiqué pour son rôle dans les émissions de CO2. Très bonne idée. Très bonne question, très bonne remarque. Que faites-vous pour les réduire? Volotea s'est engagé à réduire de 50% ses émissions de CO2 par passager et par kilomètre d'ici 2025 et de 58% d'ici 2030. Depuis 2022, nous travaillons sur des technologies alternatives sans émissions. Par exemple, nous exploitons la navette interne Airbus biquotidienne entre Toulouse et Hambourg avec 34% de carburant d'aviation durable. Quel est le... Alors attends. Carburant, aviation, durable. J'ai besoin de savoir. Et vous aussi peut-être. L'alternative au kérosène. Alors, fly more sustainability with sustainable aviation fuel and reduce air travel emissions immediately. Pas une... Ah yes. La petite plaquette commerciale. Elle m'intéresse, mais il n'y a pas une information non donnée au carburant certifié durable par les entités indépendantes et internationalement reconnues. Satisfaire exigence de la norme ASTM, sécurité performance des carburants utilisés. Voilà, ça j'imagine qu'il faut que ça soit quand même sécure. Certification, critères de durabilité, impact global, type, voilà. Voie oléochimique et lipidique. La filière oléochimique et lipidique convertit les matières premières lipidiques, les huiles végétales, graisses animales, par hydrogénation en carburant paraffinique compatible avec un mélange direct avec le carburant aviation fossile classique. Ce qui fait qu'il y a un pourcentage en fait qui est mélangé avec le carburant traditionnel. Intéressant, d'accord, je ne savais pas. Voies biochimiques convertissent la biomasse par des processus biologiques tels que la fermentation du glucose en éthanol et l'hydrolyse enzymatique suivie d'une conversion biologique des sucres. Ok. Voies thermochimiques, conversion de matières premières lignocellulosiques à mes souhaits, y compris les cellules, les cultures énergétiques du bois, certaines formes de déchets solides. Ok, d'accord. En paraffine synthétique par gazéification de la biomasse et synthèse de Fischer-Tropsch à tes souhaits. Je suis désolé, je ne connais pas Fischer-Tropsch. Connaissez-vous Fischer-Tropsch? Moi non. Où les monoxydes de carbone et l'hydrogène sont convertis en hydrocarbures liquides. Ok, d'accord. Là, c'est plus clair. Et l'e-carburant power to liquide. Bah, c'est vachement intéressant, en vrai. Je trouve ça plutôt intéressant. J'apprends des choses et j'aime ça. En France, nous n'exploitons aucune ligne dont l'alternative ferroviaire est inférieure à 4 heures. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Nous allons voir ça tout de suite. Bon, à Barcelone, ok. France, Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Calvi, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse. Ah, j'avoue. Hein. Italie, pareil. J'ai mis de Strasbourg. Hein. Bon, Maroc, Royaume-Uni, évidemment, 4 heures, c'est mort. Ah, par contre, Berlin. Berlin, pas sûr. Strasbourg, Berlin, train. Ah si, je pensais peut-être 6 heures en train. Oh, putain, ouais, 7h48. J'ai envie de crever. Ah, mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte aussi? D'accord, bon. Pas mal, Carlos, pas mal. Pas mal, on a vérifié. On a vérifié que pour Strasbourg, mais je vous crois, Carlos, je vous crois. Donc nous connectons les capitales régionales européennes. Et là, on va terminer. Dernier article sur le recrutement, hein, qui est aussi voilà, une thématique qui m'intéresse, puisque je travaille notamment sur les thématiques de recrutement tech avec les sociétés pour les aider à, ok, mieux attirer, mais surtout mieux communiquer auprès de cette communauté tech et surtout les fidéliser, qui va être une thématique indispensable en 2024, notamment à cause de la fermeture des projets tech et les clients qui deviennent de plus en plus frileux à faire appel à des juniors notamment, ou des profils qui ne sont pas Bac+5. Démarche en ligne pour conquérir les meilleurs talents. Face à la pénurie de compétences dans beaucoup de domaines, il est crucial pour une entreprise de promouvoir efficacement son image d'employeur. Oui. Promouvoir une image attrayante passe par l'inbound recruiting, un concept qui vise à attirer, recruter et fidéliser de futurs collaborateurs. Ouais, bon, en gros, créer du contenu pertinent, parce qu'encore une fois, il ne faut pas créer du contenu pour créer du contenu. Donc la création de contenu pertinent pour attirer, mais aussi la notoriété des recruteurs en tant que tels, qui n'est pas assez exploitée ou exploitable,
et la bonne compréhension de sa cible. Hein. C'est le côté marketing du recrutement. Voilà. Il faut miser sur le côté marketing du recrutement. Pour moi, le marketing doit soutenir le recrutement. D'ailleurs, le marketing est là pour soutenir toute instance d'une entreprise, autant stratégique par rapport au codir, mais aussi business avec les commerciaux ou recrutement avec les recruteurs. Pour cela, le développement d'une marque employeur forte devient une priorité. Ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre le terme marque employeur forte. La marque employeur, c'est la capacité d'une entreprise à être attractive ou non pour des candidats. Mais le côté marque employeur forte ne veut pas dire grand-chose. C'est juste d'être efficace dans sa stratégie de marque employeur. Ça, c'est un peu plus vrai, un peu plus juste. Cela peut se faire en créant un site carrière qui constitue une vitrine pour présenter les opportunités d'emploi. Oui, ça peut aussi se faire tout simplement par sa présence dans des salons qui soient pertinentes et qui ne soient pas juste avec un kakémono dégueulasse et des fiches de poste floues. Hein. Mais encore une fois, je divague. Tout en reflétant la culture et les valeurs de l'entreprise. Ça, évidemment, la marque employeur, c'est une marque donc, qui appartient à votre entreprise. Elle doit être en cohérence avec votre marque globale. Donc, il ne s'agit pas de faire le clown si ça ne correspond pas à votre identité, évidemment. Il faut être pertinent, encore une fois, c'est important. Ne vous laissez pas avoir par certains bonimenteurs d'Internet ou d'autres bullshitters incroyables qui vont vous dire que pour attirer et pour être efficace, il faut parler des choses très personnelles comme la mort d'un proche ou le fait que c'est très dur pour vous de virer des gens. Voilà. Restez pertinent. Bien conçu et associé à une marque employeur solide, il constitue la meilleure combinaison pour attirer les talents. Oui, alors là, pour le coup, c'est pour promouvoir une plateforme numérique. Donc forcément, c'est un peu plus logique qu'ils mettent ça comme argument principal. Les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, sont également des outils incontournables. Effectivement, aujourd'hui, 99% des cadres sont sur LinkedIn. C'est encore une plateforme, en tout cas pour les 3 à 5 prochaines années à venir, qui sera incontournable d'un point de vue B2B. Beaucoup moins B2C, ça le deviendra de moins en moins. C'est d'ailleurs pas surprenant de voir la plupart des freelances qui font du B2C, notamment de la formation en ligne passive. C'est 0,01% de gens qui disent faire 1 million de CA par an, faire du contenu ailleurs que sur LinkedIn et juste le repartager sur LinkedIn, puisque le B2C va disparaître progressivement de LinkedIn selon moi, car ce n'est pas dans l'intérêt de LinkedIn de promouvoir ça et de mettre ça en avant. Donc c'est surtout le B2B qui va demeurer et qui doit demeurer sur cette plateforme-là en tout cas, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Ou alors il faut que LinkedIn évolue. On verra ça dans les années à venir. Donc voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour ce point écho, hein, ce point écho de janvier-février. J'espère que vous y avez appris des choses. Moi j'ai apprécié faire ça. Moi je trouve ça cool, c'est un format de veille intéressant. On prend le temps, on va vérifier les infos. Donc il n'y a pas eu trop d'échanges, mais voilà, c'est un peu timide parfois, c'est comme ça. C'est pas grave. Moi je reste disponible pour parler avec vous de toutes les thématiques liées à ce live ou d'autres. J'aspire à échanger de plus en plus avec des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise, avec des gens qui veulent créer de nouvelles tendances, qui veulent vraiment innover hein, dans le vrai sens de l'innovation. Sur l'écosystème alsacien mais aussi ailleurs, donc n'hésitez pas à me contacter, on peut échanger là-dessus. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, il est 14h06, j'ai un peu débordé, je m'en excuse, faute problème technique malheureusement. Donc c'était plutôt cool, merci évidemment à Xavier Dang, fournisseur des musiques de ce stream, qui le laisse libre de droit. Et ça fait plaisir. Merci Xavier Dang. Petit QR code juste là pour parler avec moi, tout simplement. Prendre rendez-vous avec moi, 30 minutes, on échange un peu sur vos problématiques. Donc je suis Steven Klinger, je suis consultant en stratégie et marketing. Donc stratégie d'entreprise et marketing et aussi en recrutement tech pour les sociétés, majoritairement de la tech, mais j'ai aussi d'autres clients hors tech. Et aussi, j'accompagne des freelances, quelques freelances, mais c'est pas la majorité de mon activité, sur le développement de leur business, créer des offres, comment bien se positionner, comment bien communiquer, mais toujours dans la pertinence, sinon ça ne sert à rien.
Et je suis aussi formateur en école depuis plus de 6 ans. Donc voilà, je fais ça depuis voilà, plusieurs années maintenant. Je vais bientôt rentrer dans la case senior dans quelques années, professionnellement. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. C'était un peu nouveau, n'hésitez pas à me faire des retours. Merci de m'avoir suivi. C'était carrément cool. Passez une bonne journée et à la prochaine.